L'objet de cette contribution est d'étudier la façon dont magistrats, personnels de l'administration judiciaire et professions médicales interprètent les problématiques sanitaires, les discours et les attitudes des personnes placées sous main de justice vis-à-vis des soins contraints. Il ne s'agit pas ici de restituer les expériences de soins vécues par les principaux intéressés auxquels nous n'avons pas pu avoir directement accès. Il s'agit plutôt ici de nous intéresser aux normes et savoirs que les professionnels mobilisent pour qualifier les individus et les situations de soins contraints. À défaut d'entretien auprès de prévenus et de condamnés, ces regards professionnels, notamment les situations concrètes illustrant leurs propos, permettront de saisir différents modes d'engagement dans les soins. Cette contribution s'articule autour de 3 axes de réflexion. Un premier temps sera consacré au constat partagé par les professionnels selon lequel les publics qu'ils prennent en charge sont rarement en demande de soins. Il s'agira alors de saisir les différents ressorts et justifications de ces mises à distance des soins. Un second temps aura pour objectif d'appréhender les marges de manœuvre, aussi faibles et limitées soient-elles, dont disposent les personnes placées sous main de justice face à la force des pressions judiciaires. Malgré tout, dans une troisième partie, nous montrerons que certains prévenus et condamnés mobilisent leurs quelques capacités d'action pour contenir l'emprise institutionnelle qu'ils exercent sur eux et à travers eux. Ces tentatives se traduisent alors par toute une gamme de comportements qu'il s'agira alors de détailler. Qu'ils soient magistrats, personnels de l'administration pénitentiaire ou professionnels de santé, auxiliaires de justice ou non, la majorité de ces professionnels décrivent leur public comme peu désireux ou peu volontaires pour engager des soins. Ils expliquent le plus souvent faire face à des gens qui sont rétifs aux soins, comme a pu nous l'expliquer un juge d'application des peines. Beaucoup contesteraient ou minimiseraient leurs troubles psychiques ou leur addiction, aussi par crainte du stigmate associé. Quand on les interroge sur l'hypothèse d'un rapport différencié aux soins selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes placées sous main de justice, les professionnels apparaissent relativement partagés. Ces réticences résulteraient d'abord du déni ou de la minimisation plus ou moins conscient des troubles psychiques ou des addictions qui les affectent. D'autres, tout en étant conscients de leur excès, estiment pouvoir s'en sortir seuls. A l'inverse, les consommateurs de stupéfiants ne nieraient pas nécessairement leur consommation. Ces drogues étant facilement identifiables par des examens sanguins, certains auraient tendance à la banaliser a fortiori lorsqu'il s'agit de cannabis. Parfois, le principe même de la contrainte renforcerait leur hostilité vis-à-vis de toute démarche thérapeutique. Un expert psychiatre exerçant en XAPA nous a expliqué « plus ils sont libres, plus ils peuvent venir, plus ils arriveront ici ». Au contraire, plus on veut les enfermer, plus ils s'opposent. Voilà, c'est de la clinique de base, nous explique-t-il. Dès lors, une véritable prise de conscience serait nécessairement graduelle à mesure des sanctions et incarcérations successives ou des difficultés plus générales que les personnes condamnées rencontrent. Ces dénis et minimisations sont aussi évoqués au sujet des justiciables dont les actes sont perçus comme le symptôme et le révélateur de troubles de la personnalité. Plus précisément, les personnes souffrant de lourdes pathologies mentales, notamment psychotiques, sont quant à elles présentées comme les plus rétives aux soins, surtout lorsqu'elles présentent un lourd passé d'hospitalisation sous contrainte. Ces malades redoutent la prescription de neuroleptiques et leurs effets secondaires, ainsi qu'un retour en psychiatrie. Ils redoutent également les conditions d'hébergement souvent plus drastiques qu'en prison, sans compter les potentielles pratiques de contention et d'isolement. Donc si le déni ou l'euphémisation des troubles constitue parfois un symptôme des pathologies en question, d'autres ressorts peuvent être à l'origine de ce déni ou cette euphémisation, notamment la crainte du stigmate. En effet, être étiqueté comme alcoolique, toxicomane, schizophrène, psychopathe ou pervers apparaît le plus souvent comme une marque de déchéance ou d'infamie.
Il n'est dès lors pas étonnant que de nombreux prévenus cherchent à échapper à ces sentiments de dévalorisation personnelle, de honte, de culpabilité. Les recommandations ou prescriptions judiciaires de soins peuvent faire aussi l'effet d'un jugement plus que d'une main tendue. En détention, également, leur opposition ou réticence s'explique aussi par les risques de dévoilement du stigmate, notamment du fait de la visibilité des mouvements vers les services sanitaires. Voilà, un psychiatre détaché au service du contrôle général des lieux de privation et de liberté, voilà, nous explique la façon dont peut être vécu ce stigmate en détention. N'en parlons pas des prisons où vous dites les alcooliques par là, pour le groupe d'alcool, ou des alcooliques anonymes ou de vie libre. Ils disent comme ça, les surveillants, les alcooliques par là, un petit peu stigmatisant. Ou alors, les méthadoniens par là, tous les mecs, ils viennent prendre leur méthadone à 8h du matin, on sait qu'ils sont toxicos, ça fait partie aussi du refus des soins des toxicomanes pour ne pas être catalogués. Donc, en milieu ouvert, autant que fermé, beaucoup rejettent ce qu'ils pensent être une assimilation à la catégorie de fous, entre guillemets. Ce que les professionnels attribuent à leur méconnaissance ou représentation biaisée du champ de la santé mentale. Plus globalement, ils ont souvent le sentiment que les psychiatres ou psychologues sont du côté de la normalisation, de la correction ou de l'orthopédie, ce qu'a pu nous expliquer un psychologue exerçant en détention. Ceci conduit à s'interroger sur les rapports différenciés aux soins, et notamment ceux relevant du champ de la santé mentale selon les caractéristiques sociodémographiques des prévenus ou détenus. Alors, face à un public relativement homogène, des hommes jeunes, issus des classes populaires et ou en situation de marginalisation, les professionnels sont difficilement en position d'observer des rapports différenciés aux soins selon notamment le genre et l'origine sociale des détenus. Pour autant, en analysant finement les entretiens avec ces professionnels, nous pouvons esquisser des variations tenant au niveau social et éducatif, au genre, à l'âge et aux antécédents de prise en charge institutionnelle. Concernant le poids des déterminants socio-éducatifs, voilà, différents travaux sociologiques ont montré que les hommes issus de classes populaires répugneraient plus souvent à endosser le rôle de malade, du fait d'une consommation médicale moindre et aussi d'une culture du corps valorisant la force et la résistance physique. Nos données pour cette enquête permettent d'objectiver cette hypothèse uniquement à partir des perceptions des experts qui font plus régulièrement état de dispositions favorables aux soins au sujet des cadres et professions intellectuelles supérieures que des ouvriers ou des employés. Donc, ce qui va dans le sens de cette hypothèse sociologique. Les professionnels établissent par ailleurs une corrélation entre le niveau d'éducation de la personne et sa capacité à comprendre aussi les missions des psychiatres et des psychologues. Les mieux dotés en capital social et scolaire seraient plus souvent issus, pour reprendre les termes d'une présidente de cour d'assises, d'un milieu où on exprime un ressenti. Ils seraient plus armés pour communiquer leurs sentiments et leurs émotions, ce que suggère le déploiement de la culture psychologique parmi les classes moyennes et supérieures. Ceci faciliterait l'entrée en relation et les échanges avec un psychothérapeute. Si les cadres supérieurs engageraient plus facilement et donc spontanément les soins, le résultat ne serait pas garanti non plus, nous a expliqué un juge d'application des peines. En effet, la plupart des professionnels nuancent l'empreinte des positions sociales à l'aide de contre-exemples, notamment en matière d'usage de stupéfiants. Ceux qui consomment de la cocaïne servent de référence typique comparativement aux usages, par exemple, du crack ou de l'héroïne. Un vice-procureur nous explique le cocaïnomane considérera que ce n'est pas pour lui, les soins. Il est dans une consommation festive, une fois de temps en temps, il n'est pas du tout dépendant, et puis c'est un cadre supérieur, un avocat, un journaliste, et donc ce n'est pas pour lui. Qu'en est-il maintenant de l'incidence du genre ? Une partie des professionnels suggère une meilleure compliance des femmes. Ces professionnels observent leur plus forte propension à se confier lors des séances avec les thérapeutes. A contrario,
accepter de rencontrer les psys serait pour les hommes un aveu de faiblesse, nous dit un juge d'instruction. En réalité, et en dépassant ces représentations, les professionnels sont loin d'être unanimes sur ce sujet. Des expertises, notamment, dévoilent de nombreux exemples de prévenus qui sont réticentes à toute action thérapeutique. Autre caractéristique des prévenus qui, selon les professionnels, jouent sur la prise en charge thérapeutique, la question de l'affiliation générationnelle ou l'âge, si on préfère. Ils constatent ainsi des réticences accrues parmi les plus jeunes, ce qu'ils attribuent à, entre guillemets, leur immaturité, souvent rapportée à des formes d'indocilité. Pour autant, illustrant là encore une grande diversité d'appréciations, d'autres professionnels estiment que les jeunes, contrairement aux plus âgés, sont parfois plus faciles à convaincre pour qu'ils s'engagent dans des soins. Finalement, en fait, les représentations de ces professionnels vis-à-vis des plus jeunes fluctuent entre indocilité et malléabilité, renvoyant à des stéréotypes classiquement attribués à la jeunesse. Enfin, dernière caractéristique qui pourrait jouer dans les rapports aux soins, les professionnels ont plus particulièrement insisté sur les condamnés ayant connu dès l'enfance un parcours institutionnel marqué d'une succession de placements, de mesures éducatives, généralement accompagnées d'entretiens psychothérapeutiques. Ils se disent fatigués des discours des professionnels de santé comme ceux des éducateurs. Ils expriment une saturation, une overdose ou un ras-le-bol, pour reprendre dans différents termes que nous avons pu relever dans les entretiens avec ces professionnels. Ceux dont la carrière délinquante remonte à leur minorité arguent de l'inefficacité de ces suivis qui ne leur ont jamais permis de sortir de la spirale de la délinquance. Toutefois, le degré d'adhésion et d'investissement dans les soins ne peut être uniquement rapporté aux problématiques sanitaires, aux caractéristiques sociodémographiques et aux trajectoires biographiques. Sans assimiler leur mode d'engagement dans les soins comme le produit de calculs rationnels propre à la figure de l'homo juridicus, il est nécessaire d'appréhender les logiques à l'œuvre en amont de la décision judiciaire, puis durant l'exécution de la peine, dans la façon dont les prévenus se saisissent de l'offre thérapeutique. Alors, malgré les réticences que nous venons d'évoquer, rares sont ceux aussi qui refusent obstinément toute rencontre avec des professionnels de santé, du moins sur le long terme. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'ils anticipent le prononcé d'une telle obligation en rencontrant un thérapeute avant même l'audience de jugement. Le jour de l'audience, justement, peu s'opposent frontalement au prononcé d'une obligation de soins, quand ils ne réclament pas eux-mêmes une telle mesure. Ce type de déclaration est régulièrement perçu par les magistrats comme une stratégie de défense. Ils escomptent ainsi susciter la mansuétude des magistrats et obtenir un allègement éventuellement du quantum de l'emprisonnement ou en matière délictuelle un sursis probatoire. Selon plusieurs professionnels, y compris parmi les magistrats, de telles stratégies pourraient s'avérer payantes. À l'inverse de ceux qui masquent leur pathologie pour atténuer le poids du stigmate, quelques-uns simuleraient ou en exagéreraient les troubles, leurs troubles ou dépendances. L'exemple le plus souvent rapporté concerne les trafiquants de stupéfiants. Qu'ils soient ou non placés en détention provisoire, de nombreux prévenus rencontrent même de leur propre initiative un thérapeute en amont de l'audience. Dans une recherche précédente, fondée sur l'étude d'une centaine de dossiers de CPIP et relatifs à des condamnés à un suivi socio-judiciaire, pour les 3/4 placés en détention provisoire, plus de 60% avaient engagé des soins en amont de la condamnation. À ce sujet, les dossiers de notre échantillon de condamnation permettent d'observer que les soins engagés avant l'audience sont proportionnellement davantage le fait de prévenus de nationalité française, plus avancés en âge et de femmes. En revanche, on n'observe pas de différence significative selon la catégorie socio-professionnelle, la situation au regard de l'emploi ou du logement.
Selon une magistrat, rien ne les oblige de le faire, mais souvent ça fait bien d'arriver devant le tribunal en ayant déjà entamé des soins. Les habitués de la justice pénale prennent appui sur leur connaissance des attentes de l'institution judiciaire et passent le mot aux plus novices, notamment en détention. Les professionnels pointent surtout l'influence des avocats. Plus que son client, souvent dépourvu de ce qu'on pourrait appeler, voilà, pour reprendre un terme d'Alexis Spire, du capital procédural, l'avocat est présenté comme le véritable, sinon le seul stratège. À l'image de ce directeur de SPIP qui nous dit certains avocats assez malins, pour éviter des fois une incarcération, vont évoquer un aménagement de peine ab initio ou du sursis avec mise à l'épreuve, avec l'accord de la personne évidemment, en disant vous êtes prêt à aller consulter, n'est-ce pas? Ils sont même très forts d'ailleurs, ils ont demandé à la personne d'aller consulter au moment où il passe devant le tribunal. Ils ont déjà commencé à avoir ce fameux papier pour éviter une incarcération. La réponse des prévenus aux attentes de l'institution judiciaire est renforcée et légitimée aussi par les sanctions positives qui induit l'engagement dans des soins, ce qui fera l'objet de la partie suivante. En détention, les soins ne sont en théorie jamais obligatoires. Mais en réalité, diverses mesures de faveur sont conditionnées par l'engagement de soins, surtout pour les condamnés à une injonction, mais pas seulement. En effet, en l'absence de suivi thérapeutique, ils risquent de ne pas bénéficier de la totalité des réductions de peine, de permission de sortir ou encore d'aménagement de peine. Ce que des auteurs ont appelé un régime de chantage du fait d'un consentement extorqué vise à briser les réserves des condamnés. Ce marqueur de bonne conduite tendrait même, de l'avis de certains agents de probation, à supplanter tout autre effort de réinsertion parmi les critères décisionnels des juges d'application des peines. Même les condamnés les plus récalcitrants finiraient par craquer, car cette épreuve de force avec la justice supposerait un sacré mental, pour reprendre les termes d'un juge d'application des peines. Bien que l'obstination à refuser ces soins soit inhabituelle, les professionnels nous ont tous présenté quelques situations rencontrées durant leur carrière, mais qui seraient plutôt rares. Après la libération, ou dans l'hypothèse d'un sursis probatoire, assorti d'une obligation de soins, la menace d'une incarcération prend le relais, a fortiori dans l'hypothèse d'un suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction, plus facilement suivi d'une réincarcération en cas de manquement. En définitive, cette chimère de consentement illustre les modes de contrôle social post-disciplinaire. Le juge propose, ajoutant ensuite que tout refus expose à un mal plus grand. Le condamné qui ne consentirait pas à ces soins ne saisirait pas l'opportunité qui lui est offerte, il s'auto-infligerait de la sorte la souffrance inutile d'une incarcération plus longue. Au sujet des plus rétifs aux soins, mais qui s'y plient malgré tout, les acteurs judiciaires et sanitaires décrivent plusieurs modalités d'engagement dans la thérapie, ni exhaustives ni exclusives. Les professionnels font le plus souvent état de soumission passive aux soins, de résistance parfois, qui s'apparente aux adaptations secondaires décrites dans Asile par Erving Goffman. Les attitudes des prévenus ou condamnés oscillent entre des implications de surface, des mises à distance ou des contestations plus marquées, mais même parmi ceux-ci, les professionnels soulignent l'émergence régulière de véritables adhésions progressives aux soins. Conscients des enjeux, la plupart des condamnés manifestent une conformité relative aux attentes institutionnelles. Les professionnels dépeignent des implications de façade ou superficielles. Alors, ils ne se cachent pas toujours du caractère purement utilitaire ou opportuniste de leur démarche. Selon les professionnels de santé rencontrés, ceux-ci mettent d'emblée carte sur table, je cite, « Moi, je ne viens que pour l'attestation, point barre ». Quelques-uns assument parfaitement cette absence d'investissement dans leurs interactions avec les agents de probation, voire parfois face aux magistrats, comme l'explique une ancienne juge d'application des peines. Certains, spontanément, disent « c'est bon, j'ai mon papier », et quand on leur pose la question « mais au-delà du papier, ça consiste en quoi votre obligation de soins ?» Et là, ils disent « j'y vais, on parle 3 minutes et je repars ». On se rend bien compte que c'est juste de l'apparence, de formalisme et de respect de l'obligation,
mais ça ne correspond pas à une véritable démarche pour comprendre les tenants et les aboutissants du passage à l'acte et essayer aussi de sortir d'une certaine spirale. D'autres manifestent un sens plus aigu de la stratégie, cherchent à faire bonne figure en faisant semblant de jouer le jeu. Les professionnels de santé listent ensuite toute une gamme de comportements plus ou moins explicites, prenant la forme de mise à distance, d'esquive ou de défection, parfois d'opposition frontale, mais celles-ci sont très rares. Auprès de leur thérapeute, certains condamnés se mettent à distance des échanges, d'abord en leur rappelant le peu d'intérêt qu'ils y trouvent. Ils évoquent aussi des condamnés qui demeurent sur la réserve, voire extrêmement défensifs, complètement cadenassés ou verrouillés. Refusant de baisser la garde, pour reprendre les termes d'un psychologue, ils restent assis, ne disent rien, pas un mot. Ces positions ne sont pas nécessairement systématiques et continues, mais peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre au fil du suivi. Une psychologue illustre la précarité de l'alliance thérapeutique en détention. Je me souviens d'un patient comme ça. Le suivi thérapeutique avait démarré hyper fort, il était comme ça, pris dans un vrai processus d'élaboration, de revisitation de son histoire, de ses choix, qu'est-ce qui l'avait conduit là. Il y avait un vrai travail d'ampleur qui s'est arrêté au bout de 5 mois. Il est revenu épisodiquement, quelquefois il y avait une dimension un peu paranoïaque, il m'assimilait un peu au juge et à tout ça, donc avec une perte de confiance. Quelquefois il revenait, c'était intact de nouveau, et hop, ça se refermait tout de suite après. Ces modes d'engagement dans la thérapie peuvent apparaître comme des tentatives pour contenir l'emprise institutionnelle et le poids de la contrainte à l'aide des maigres capacités d'action de ces condamnés dans ce cadre judiciaire. Pour les professionnels interrogés, cette carapace protectrice manifeste surtout des difficultés à se dévoiler. S'ajoute le poids de la honte, que ce soit des faits reprochés, des dépendances ou d'autres pathologies. Ils s'efforcent alors d'éviter ou d'éluder toute question sur le sujet. S'ils sont largement minoritaires, quelques-uns adopteraient une posture plus vindicative, exprimant avec colère le rejet d'une mesure qu'ils ne perçoivent pas comme un soutien, mais comme une punition. Toutefois, les comportements les plus habituels manifestent plutôt une tendance à l'esquive. Certains retarderaient autant que possible le démarrage du suivi et ils profitent à cet égard de l'engorgement des services sanitaires. Outre la nécessité de leur courir après pour un premier rendez-vous, certains, je cite des professionnels interrogés, jouent la montre, font en sorte de venir une fois sur deux. Certains ne préviennent pas nécessairement de leur absence, d'autres avancent diverses excuses auxquelles les professionnels croient plus ou moins. Les motifs les plus souvent avancés sont des oublis, des confusions de dates, des pannes de réveil, des problèmes de santé, de transport ou encore des contraintes professionnelles. Par ces formes d'esquive, on peut supposer que certains condamnés s'aménagent des marges d'autonomie. En venant de temps en temps, ils veillent autant que possible à ce que leur menu manquement n'aille pas jusqu'à justifier un maintien en détention ou une incarcération. Plus ou moins stratégiques, ces réactions ressemblent aux adaptations secondaires décrites par Goffman dans Asile. Ces formes de résistance peuvent trouver leur source dans le refus du rôle prescrit. Le condamné peut ainsi manifester qu'il est encore son propre maître, pour citer Goffman, qu'il dispose d'un certain pouvoir sur son milieu. Certains professionnels ont évoqué ces absences sur le ton du reproche, mais pour la grande majorité, ces défaillances ne révèlent pas toujours de véritables soustractions intentionnelles aux mesures. Ils n'y voient pas le refus conscient de toute forme d'assujettissement, mais plutôt une conséquence de la situation sociale et sanitaire des publics en question. Absorbés par leurs difficultés quotidiennes pour s'assurer des conditions minimales de survie, sur le plan de l'alimentation, du logement, etc., les plus désaffiliés ne sont guère en mesure d'investir psychiquement des soins et de respecter la régularité des consultations. Sans compter les difficultés matérielles qu'ils rencontrent pour se déplacer, particulièrement en milieu rural où les transports collectifs font défaut. Même au sujet des plus récalcitrants, la grande majorité des professionnels insistent toutefois sur l'émergence d'implications authentiques. Leur défense s'assouplirait au fil des rencontres, ce déclic se produirait parfois en toute fin de mesure.
Plusieurs nous ont donné des exemples de patients qui ne désertent pas leur consultation aussitôt la contrainte levée ou qui reviennent vers eux quelque temps après son terme. À l'aune de ce que les condamnés leur en disent, des agents de probation et des JAP évoquent aussi, je cite, de belles histoires thérapeutiques, même au sujet de condamnés qu'ils n'imaginaient pourtant pas investir les soins. Une juge d'application des peines souligne ainsi « Je vois aussi des gens, quand ça a commencé, où je me suis dit « il n'y aura jamais rien ». Et puis il se passe quelque chose, et toujours quand on s'y attend pas. Et d'expérience, on ne peut jamais savoir. Moi, j'en ai un, j'aurais mis ma main à couper qu'il ne se passerait rien, et il s'est passé quelque chose, et en plus avec des soignants avec qui j'aurais pas du tout pensé que ça collerait. Et c'est à partir de ce genre d'exemple singulier qu'il légitime souvent la contrainte, ce pari, dès lors réussi, pour susciter l'adhésion aux soins. Même lorsque les condamnés semblent très investis dans ces mesures, les entretiens ont toutefois permis de saisir les risques d'essoufflement ou de lassitude au fil du temps, plus particulièrement pour les condamnés à un suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins. Ces mesures, en effet, s'étalent souvent sur de très longues années, parfois une, voire plusieurs décennies, alors qu'ils espèrent pouvoir tourner la page à leur sortie de détention au motif d'avoir payé leurs dettes. Les condamnés expriment régulièrement le sentiment d'être constamment ramenés à ce qu'ils ont fait, sans jamais pouvoir complètement se tourner vers l'avenir. Pour une CEPIP, ils se sentent enfermés. Elle indique « Moi, il y en a qui me le disent, j'ai envie de tourner la page. Chaque fois que je vais voir le psy, ça me ramène à ce que j'ai fait. Du coup, moi, j'avance pas, j'évolue pas. J'ai fait ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, je suis à cet instant-là du moment de ma vie. À l'époque, je n'en étais pas là. » On leur demande de construire, d'avancer, de progresser, et en même temps, on les maintient à un instant T où ils ont commis une erreur. Durant des années, ils seront en effet questionnés à d'innombrables reprises par des agents de probation, des JAP, des médecins coordonnateurs, mais aussi des thérapeutes, et souvent plusieurs pour chaque profession, du fait de la fréquence du turnover durant ces longs suivis. Chaque renouvellement de référent oblige le condamné à répéter sa trajectoire biographique, familiale, sociale et pénale. Outre l'usure induite par la répétition de ces récits de vie, nous verrons qu'il se confronte parfois à une succession de portes fermées du fait de la pénurie de soignants. Ceci ne fait que compliquer les rapports déjà difficiles qu'ils entretiennent avec le champ de la santé mentale. Durant toute la durée du suivi en milieu ouvert, ils doivent aussi s'organiser matériellement pour rencontrer de très nombreux professionnels de la sphère pénale et du champ sanitaire. Ces déplacements sont coûteux pour ceux qui ont de très faibles revenus et qui n'ont pas nécessairement de véhicule personnel. Ceux qui parviennent à trouver un emploi doivent obtenir l'autorisation de leur employeur pour s'y déplacer, alors que celui-ci n'est pas nécessairement au fait de leur situation pénale. Les plus précaires doivent encore jongler avec leurs entretiens auprès de multiples organismes de droit commun en charge de l'emploi, du logement, de l'insertion, etc. La multiplicité des rendez-vous à honorer peut alors constituer une véritable entrave à la réinsertion. Une psychologisation excessive des prises en charge présente le risque de faire passer au second plan leurs besoins au plan socio-économique. Pour conclure, une autre dimension déterminante dans leur rapport aux soins n'a pas encore été abordée. Il s'agit de la relation qui se noue avec le thérapeute. Ce sujet sera traité dans l'intervention qui suit.